la tendance à la ressourcification qui a été aussi repérée par d'autres auteurs et qui est aussi la manifestation d'une forme de montée d'une rationalité économique. Parler en termes de ressources, je ne sais pas si vous le sentez, c'est déjà une catégorie de rationalité qui s'impose à un problème. Et on aurait pu tout à fait utiliser d'autres catégories et d'autres rationalités. Donc, de même qu'on a vu se déplacer, aujourd'hui on parle plus de personnel, on parle de ressources humaines. Et on est en train d'assister au même déplacement pour les catégories écologiques. Et il y a des implications tout à fait fortes. Peut-être ne le sentez-vous pas, mais raisonner en termes de ressources, c'est embrayer plutôt sur une rationalité économique, et plus précisément sur une rationalité gestionnaire et calculatoire. Et ça ouvre vers d'autres formes de... Et c'est là où c'est ambigu, c'est que ça ouvre vers des formes d'exploitation, voire d'instrumentalisation de la ressource. Donc, je ne sais pas si vous le sentez, mais c'est une forme de raisonnement qui est en train de s'installer et de s'appliquer à des enjeux écologiques, et on pourrait tout à fait raisonner avec d'autres catégories. Mais parler de ressources, c'est déjà commencer à appliquer un raisonnement de type économique. La ressource, c'est quelque chose qui s'exploite et qui se gère, et qui se valorise. Donc c'est enclencher des rationalités de type calculatoire et de valorisation. Et on n'est plus tout à fait dans la préservation. Enfin, on pourrait raisonner de manière tout à fait différente. On pourrait raisonner en termes de préservation ou de conservation. Raisonner en termes de ressources, c'est déjà commencer à gérer en termes de gestion. Et c'est pas tout à fait la même approche. Est-ce que nos ressources n'est pas aussi quelque chose qui peut se créer à l'occasion? Se recréer? Oui, tout à fait. Il y a des travaux, effectivement, et même des programmes ministériels et institutionnels qui travaillent sur ce qu'ils appellent recréer la nature. Donc, des zones qui ont été épuisées, exploitées, fortement exploitées. Il y a des tentatives, et les travaux de biologie et d'écologie ont relativement avancé pour permettre de recréer, donc avec presque une ambition démiurgique, recréer ce qu'ils appellent de la nature, qui est plus tout à fait de la nature, mais qui est une forme de recréation de quelque chose qui ressemble à la nature. Une simulation, diraient certains philosophes un peu critiques. Andreas, est-ce que cette notion de gestion de ressources est quelque chose qui peut être une inspiration pour un auteur comme toi? Je pense la question fondamentale, comment faire une sorte de cycle. Parce que si on a une ressource limitée, n'importe comment, si on utilise cette ressource, ça va être disparu un jour. Alors, il faut installer un cycle pour quelques métaux très rares, des choses comme ça. C'est qu'on appelle déchets aujourd'hui, peut être une ressource de demain. Le seul aide qu'il faut avoir, c'est assez de l'énergie. C'est le point essentiel. Si on n'a pas d'énergie, on va mourir. Jean-Marc, je devine que le terme de gestion n'est pas non plus ton terme préféré. Ouf, oui, là. Oui, non, je ne l'emploie pas tous les jours. Hein. Effectivement. Gestion des ressources, moi, ça m'évoque un exemple. On parlait de systèmes fermés tout à l'heure, qui sont donc voués à s'éteindre ou à disparaître. Et un système, j'ai un exemple de système fermé d'exploitation des ressources que tout le monde connaît d'ailleurs et qui s'est écroulé de lui-même et qui est peut-être un signal ou un indice de ce qui pourrait arriver plus globalement si on ne fait pas plus attention, qui est évidemment l'extinction de la civilisation pasquane, donc de l'île de Pâques. L'île de Pâques était à l'origine une belle île giboyeuse, verdoyante, avec d'épaisses forêts, une mer poissonneuse, etc., etc. Et donc à peu près 4000 km, je crois, des côtes les plus proches, donc très isolées. Et les habitants de cette île de Pâques ont exploité les ressources de l'île sans vergogne et sans aucunement penser au lendemain, tant qu'il y en a eu. Et plus les ressources se sont raréfiées, et plus la civilisation en question est devenue agressive envers elle-même. En fait, au début, les Pascans, ils coupaient les arbres pour fabriquer des pirogues, pour aller pêcher les poissons autour de l'île.
et aussi pour dresser leurs fameuses statues, d'ailleurs qui sont peut-être vers la fin de cette civilisation. Et on se demande d'ailleurs si c'était pas une espèce d'appel à l'aide aux dieux d'au-delà de l'horizon. Ça pourrait être une très belle histoire de SF, la civilisation de l'île de Pâques. L'appel au secours final, je le trouve magnifique. C'est une théorie, mais je la trouve très belle pour un auteur de science-fiction. Et donc on suppose, d'après les traces qu'on en a, que la civilisation de l'île de Pâques s'est achevée dans l'horreur, la douleur, les luttes permanentes, quand le dernier arbre a été abattu, quand le dernier lopin de terre a été pillé, quand le dernier poisson importé de pirogue a été pêché et que la dernière pirogue a coulé, que c'était plus possible d'en construire une autre parce qu'il n'y avait plus d'arbres. Il y a peut-être eu du cannibalisme, il y a eu en tout cas des luttes fratricides terribles et cette société s'est éteinte dans la violence et la douleur. Simplement parce que les Pascouans n'ont pas su gérer leurs ressources. Donc je trouve que ça fait un peu une allégorie de ce qui pourrait se passer sur la planète globalement dans un avenir plus ou moins proche. Déjà quand il n'y aura plus de pétrole, ça Andreas nous en parlera peut-être plus en détail, il a écrit un magnifique roman sur le sujet. Et bon, il y a l'eau aussi qui est une ressource limitée, quoi qu'on en pense, parce que l'exploitation de l'eau de pluie ou de l'eau de mer coûte de l'énergie, et cette énergie est elle-même limitée. Je pense aussi notamment aux métaux rares qui servent dans les ordinateurs, les téléphones portables, etc., dont les ressources sont aussi extrêmement limitées. Et les métaux moins rares, l'or, le fer, le cuivre, qui un beau jour vont disparaître, et toutes ces disparitions auront lieu au cours de ce siècle. Sauf peut-être le fer qui est encore assez abondant, mais un grand nombre de métaux rares vont disparaître au cours de ce siècle. Et le pétrole, etc. Et donc, il y a des ressources illimitées, en revanche, qui se renouvellent en permanence, qui sont le soleil, le vent, voilà, la nature, la production naturelle. Mais là encore, si on en parle en termes de gestion, gestion, ça implique un système, ça implique une distribution, ça implique une tarification, ça implique un coût d'investissement, une centralisation, une mise en réseau, etc., etc. Là, on en parlait déjà ce matin. L'énergie du soleil est gratuite et illimitée pour tous. C'est l'énergie la plus abondante de loin sur la Terre. Et donc, on voit bien qu'il y a une volonté à la fois industrielle et gouvernementale de produire nous-mêmes notre énergie solaire. On n'arrête pas de voir des publicités pour des panneaux solaires. Installez des panneaux solaires sur vos maisons, etc. Produisez vous-même votre propre électricité. Mais le système qu'on nous propose, en général, c'est, voilà, vous installez des panneaux solaires, vous produisez votre propre électricité, vous la vendez à EDF au prix au-dessus du réseau, donc vous faites du fric, et puis vous continuez quand même de payer l'électricité à EDF, parce que quand même l'électricité, c'est pas vous-même qui allez vous en occuper, quoi. Gérer vous-même votre maison et votre production électrique, c'est totalement antiproductif dans le cadre de notre société actuelle. Il me semble qu'il y a quand même une différence entre les différents exemples que tu as cités. Si on parle de l'eau, par exemple, tu parlais de l'eau, de l'énergie, on sait aujourd'hui recycler l'eau, on sait désaliniser l'eau, on sait produire de l'eau. C'est une question d'investissement relativement massif à moyen terme. D'une certaine façon, on sait aussi produire de l'énergie. Tu parlais de métaux rares, là on est dans un cas de quantité limitée sur Terre. On pourrait imaginer des solutions pour aller chercher des métaux rares là où ils sont, par exemple dans les astéroïdes, mais là on parlerait d'investissement, de développement de technologies à beaucoup plus long terme. C'est à l'échelle de quelques générations, en tout cas d'au moins 2 générations pour être capable d'aller dessus. Et ça me ramène effectivement à Yannick, au second thème de notre table ronde. C'est un peu une blague ce que tu viens de dire. Il existe déjà des sociétés américaines qui sont en train de collecter des financements pour aller chercher effectivement des minerais sur des astéroïdes. Sous forme de programmes spatiaux que tu vas devoir passer.
Non, ce sont des questions on a des solutions. Toutes ces questions posent des problèmes politiques majeurs. Effectivement, on parle de programmes à plusieurs centaines de milliards de dollars. Mettre 100 milliards de dollars sur la table, c'est pas forcément à la portée de toutes les civilisations. Et il y a un choix politique à faire. Avec 100 milliards de dollars, on peut sans doute aller chercher des métaux rares dans les astéroïdes, mais on est aussi capable de faire beaucoup d'autres choses qui seraient utiles sur Terre aujourd'hui. Donc ça m'amène donc au second terme de notre table ronde. On parlait de ressources limitées et démocratie. Est-ce que ce n'est pas effectivement un problème de politique, avant tout, plutôt qu'un problème de ressources physiques?